Et nous, on profite de cette occasion pour prendre la parole sur des sujets liés au bien-être, liés au rôle du sport dans la vie et dans le travail. Et cette fois-ci, on a décidé d'aborder une thématique qui est la gestion des émotions par le sport comme outil de QVCT. Euh, on est un peu parti du constat que, en tout cas euh, dans la façon ancienne de voir le monde du travail, les émotions n'avaient pas vraiment leur place. On leur laissait pas la place. Et on s'est demandé quel impact ça pouvait avoir sur le monde du travail, comment on pouvait peut-être essayer de changer cet état d'esprit et comment ça pouvait nous permettre de travailler en étant peut-être plus heureux et plus performant. Et donc pour ça, on a invité deux personnes. Donc on a invité Sandrine Isoard, qui est chercheuse, et Alexandra, qui est donc sophrologue et qui coach des footballeuses professionnelles. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Alexandra. J'ai été avocate pendant plus de 10 ans. Et puis, j'ai découvert la sophrologie pendant ma première grossesse. J'ai décidé de me former. Donc, je suis devenue sophrologue RNCP. Donc, c'est le titre délivré par l'État et qui permet de faire un peu le distinguo parce c'est une profession qui est non réglementée, donc il y a un peu tout type d'école, donc c'est un peu un gage de sérieux. J'ai fait une formation qui a duré 2 ans et très vite, je me suis dit que moi, je voulais accompagner les athlètes de haut niveau et particulièrement les sportives de haut niveau. Donc, j'ai complété ma formation pour être à même de les accompagner au mieux. Donc, j'ai étudié la sophrologie appliquée au sport. Je me suis formée à l'imagerie mentale qu'on utilise beaucoup dans la préparation mentale des sportifs et aux spécificités de la femme sportive. C'est une formation où on va aller voir comment les cycles menstruels de la femme, comment les fluctuations hormonales vont avoir un impact évidemment sur leur physique, mais pas que. Et il y a aussi des impacts sur le mental, sur l'humeur. Donc voilà, et forte de tout ce bagage, j'ai commencé à accompagner donc des athlètes de haut niveau, donc particulièrement des footballeuses françaises et américaines ou canadiennes. C'est ce que je fais aujourd'hui. Juste, comme je ne sais pas si tout le monde sait vraiment ce que c'est que la sophrologie, j'ai encore des amis qui pensent que je fais de l'ostéopathie. Donc, je précise un peu, c'est ce qu'elle n'est pas. En tout cas, la sophrologie, notamment dans l'accompagnement des sportifs, ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas non plus de la respiration. Alors, on fait des exercices de respiration, mais c'est pas du tout la méthode breathwork, etc., etc. Ce n'est pas non plus de l'hypnose. C'est une méthode psychocorporelle où on va aller travailler en séance à la fois sur le corps et sur l'esprit, sur le lien corps-esprit, sur des choses très concrètes comme la concentration, les gestes techniques, la récupération, et aussi sur des outils pour cultiver la confiance en soi qui est nécessaire pour une performance sportive notamment. Et juste un dernier mot, la sophrologie, ça se pratique en état sophroliminal, donc c'est un état de conscience légèrement modifié, un tout petit peu altéré, parce qu'en début de séance, je vais toujours plonger le client, la cliente, le sportif, dans un état de détente assez profond. euh, pour qu'il soit complètement détaché des tensions musculaires, des tensions mentales. Et c'est comme ça qu'on va être capable de faire surgir certains souvenirs, de se projeter dans certaines visualisations. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est pas non plus de l'hypnose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose. Et là, on n'est plus du tout dans la séance. On peut presque même pas savoir ce qui s'est passé parce que normalement, si l'hypnothérapeute fait bien son travail, voilà, là, on est dans un état de conscience complètement modifié. C'est pas le cas en sophrologie où la personne reste justement maître de ses émotions, de lui-même et le sophrologue, donc moi en l'occurrence quand je travaille avec les sportifs, je guide mais je ne suggère rien. Donc tous les outils, les gestes ressources, les souvenirs ressources qu'ils vont aller trouver pour une bonne performance sportive, c'est eux qui vont la trouver du fait de cet état de conscience un peu modifié. Voilà, c'est une longue présentation. Merci Alexandra. Sandrine.
Eh ben, bonsoir, à toutes et tous, également. Donc moi, je suis, professeure des universités, donc c'est enseignant-chercheur. J'ai été formée en STAPS, donc en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Depuis maintenant un certain nombre d'années, ça va faire 20 ans, mon sujet d'étude, c'est, le burn-out sportif. Donc j'ai travaillé, dès ma thèse et puis, ensuite sur ce phénomène de burn-out sportif et ce qui m'a amené aussi petit à petit à, travailler dans le milieu professionnel en fait, et là, plutôt sur l'autre côté qui est plutôt l'apport de l'activité physique, dans la promotion du bien-être, au travail. Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les questions, mais en fait mes travaux en fait s'alimentent, dans les 2 domaines, avec, à la fois des choses qui sont issues de la psychologie organisationnelle, qui vont venir alimenter mes travaux avec les sportifs et à la fois, aussi des choses qui viennent du milieu sportif et que je vais pouvoir, retranscrire dans le milieu organisationnel. Super, merci beaucoup. Du coup, je vous propose de commencer avec quelques petites données que j'ai trouvées intéressantes en lien avec notre sujet et qui posent un peu la base qui pourront poser la base de notre discussion, et notamment que 65% des salariés déclarent cacher leurs émotions au travail. Donc c'est une part hyper importante, une très très large majorité. Et malheureusement, je pense que aucun d'entre nous n'est surprise, parce qu'on sait que voilà, au travail, on essaye d'être soi-même, mais on n'y arrive pas toujours parce que le cadre le permet plus ou moins, on se sent plus ou moins en confiance, etc. Et voilà, on a peur que certaines émotions soient plus ou moins mal perçues, ou certaines émotions peuvent être aussi liées à, on peut les associer à une peur d'être dévalorisé, certaines émotions peuvent être liées à une forme de faiblesse, etc. Donc j'imagine que ça fait partie des raisons qui font que c'est le cas. Cette étude, donc c'est une étude de la DARES de 2019. Elle montre aussi que c'est plus fréquent chez les femmes de cacher ses émotions que chez les hommes, donc une preuve d'inégalité supplémentaire de genre, malheureusement. Donc voilà, je pense que ça en dit beaucoup sur notre sujet et sur le rôle des émotions dans le monde du travail. Alors que je pense de manière assez intuitive, on se rend tous compte et on parle de plus en plus de notre capacité en fait à pouvoir être nous-mêmes au travail et de pas être une personne différente juste avant de rentrer au bureau et le moment où on vient de passer la porte, on est la même personne. Et pourtant, très souvent, je pense que on n'arrive pas à rester la même personne. On doit cacher certaines parties de nous-mêmes ou en mettre plus en valeur d'autres. Euh, Est-ce que vous, ce chiffre de 65%, il vous étonne, ou est-ce que vous trouvez ça assez courant avec vous, même votre expérience personnelle du monde du travail, au-delà de votre métier spécifique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Bah, ça me surprendrait presque, dans le sens où il pourrait paraître bas ce chiffre, Hmm. dans nos Tu dirais pratiques, que ça pourrait être plus élevé? ça pourrait être plus élevé dans le sens où, je pense que c'est assez communément admis qu'effectivement il y a certaines émotions qui ont pas leur place dans certaines situations professionnelles et ça dépend aussi beaucoup des situations et en soi, je pense que le fait qu'on puisse pas exprimer les émotions au travail, c'est pas forcément, gênant, dès le moment où, ça, c'est pas au détriment de quelque chose qui pourrait être envahissant dans notre vie ensuite derrière. C'est vrai que, dans le milieu sportif et je pense que toi, tu pourras peut-être mieux l'illustrer, mais dans le milieu sportif, la gestion des émotions, ça fait quand même partie des habiletés de base qu'on va apprendre, aux athlètes. Mm. Le fait qu'effectivement, les émotions existent et qu'elles peuvent se manifester, qu'il y a des situations où c'est parfois compliqué de les laisser se manifester, mais que ça, c'est pas gênant si on a appris à gérer ses émotions et à pouvoir avoir ces moments où on sait que, voilà, on n'est pas en train de se laisser déborder non plus par ce côté où on se freine et c'est peut-être là où le milieu sportif peut amener aussi au milieu de l'entreprise, dans le sens où, voilà, dans les techniques d'accompagnement, des athlètes, hem
Et je pense que le chiffre que tu donnais était intéressant aussi sur le fait que ça touche aussi beaucoup les femmes. Du coup, ton expérience avec les filles va sûrement être très intéressante. On apprend à gérer ça dans le quotidien. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'accompagnement des sportifs dans un objectif de performance, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui qui travaillent sur comment je fais pour performer, mais en étant aussi bien. Et dans ce contexte-là, la gestion des émotions, je pense que c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a un lien avec la performance qui est documenté, mais il y a aussi un lien avec le bien-être de l'individu, à la fois dans sa pratique, à la fois dans sa vie en général. Mmh. Merci. Hem, D'un côté, c'est sûr que dans le sport, ça a évolué dans le sens où le sportif, qui serait un robot, une machine, qui ne ressentirait rien et qui serait, 100 dédié à son objectif, son match, ou son combat, on en est revenu. Il y a eu beaucoup, enfin, en tout cas, de plus en plus même de prises de parole publiques, de sportifs de haut niveau qui se sont exprimés, sur le burn-out sportif, sur la dépression. Et en même temps, je modérerai un peu mon propos, c'est que moi, je vois bien que quand on me demande, d'accompagner, c'est souvent des jeunes athlètes qui sont un peu en détresse à un moment donné parce que justement, elles ont pas été accompagnées, peut-être en amont dans la gestion, des émotions et donc là, quand, j'arrive, en fait, c'est que ça va déjà plus, en fait. Alors on va pouvoir mettre plein de choses en place, et heureusement, mais c'est un peu justement, comme malheureusement le burn-out dans le milieu professionnel, une fois qu'il arrive, c'est super dur de se relever parce qu'on est vraiment très déprimé, enfin voilà, des fois on peut vraiment plus aller au travail, plus se lever et cetera c'est dommage justement de pas mettre, que ce soit dans le sport ou dans le c'est pour ça que la conférence est intéressante. C'est dommage de pas, avoir connaissance de tous les outils qui existent et il en existe plein, hein, pour réguler l'anxiété, le stress, ou juste les émotions qu'on ressente, qu'on les acquiert pas, plus tôt et justement peut-être quand ça va bien, avant que ça aille, pas bien. Mmh. Mais pour, continuer le parallèle avec le monde du sport, je trouve aussi que tous les sports ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y a des sports dans lesquels j'ai l'impression que c'est plus admis par exemple, de s'énerver. On voit plus souvent, par exemple, un footballeur ou même un tennisman, même si le tennisman, il y a le côté un peu, je sais pas, gentleman, gentlewoman qui fait que c'est un peu moins le cas, mais alors qu'il y a d'autres sports, ceux qui sont plus liés à des arts, par exemple, ou que ce soit la danse, etc., où là, on ne doit rien laisser paraître du tout. Mais il y a certains sports aussi où c'est plutôt OK qu'un sportif ou une sportive crie ou en tout cas exprime son insatisfaction face à, entre guillemets, un échec, un point raté, ou etc. Alors que je pense qu'au travail, c'est différent, quoi. Si quelqu'un se met à crier pendant une réunion de frustration, etc., donc voilà, tous les parallèles ne sont pas possibles. Mais oui, voilà, tous les sports sont pas logés à la même enseigne. Et voilà. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Alexandra. Tu commençais un peu à parler des sportifs que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elles viennent te voir au départ, en général Très souvent, en tout cas très souvent, peu importe l'émotion, négative qui va être à la base de la première prise de contact, ça peut être une frustration, de la colère, de la tristesse donc parce qu'il y a eu un changement de coach ou un changement d'équipe et donc elles jouent moins, elles sont sur le banc des remplaçants et elles sont plus dans l'équipe titulaire. Elles se sont blessées. Parfois, ça peut durer, jusqu'à 1 an une blessure, donc on revient, on n'est pas au maximum de son niveau. C'est difficile de se sentir, diminué. Parfois elles changent d'équipe, les enfin notamment dans le foot, mais ça vaut pour, beaucoup de sports co. On est quand même souvent transféré, on est quand même souvent, on doit souvent se réadapter à un coach, peut-être à un pays, à une langue, à des, coéquipières. C'est pas facile, non plus. Mais en fait, j'ai envie de dire, peu importe si c'est de la frustration, de la colère, de la tristesse, ce que ça engendre quasiment tout le temps, c'est une perte de plaisir, à jouer, une perte de plaisir à jouer, en match, une perte de plaisir à aller à l'entraînement et donc un des tout premiers exercices, qu'on fait, donc le terme technique, c'est de la, sophromnésie senso-perceptive, c'est aller justement se reconnecter
à l'émotion positive du jeu et au plaisir qu'on a de jouer. Donc, c'est une séance où, donc je vous l'ai dit, c'est va émerger le souvenir qui doit émerger, c'est pas moi qui le dicte, mais on va aller se reconnecter, ou au souvenir d'un match où on était en pleine réussite et hyper content de jouer et en pleine confiance, ou au souvenir d'un entraînement aussi. Et des fois, ça peut être, peut-être le souvenir d'un des tout premiers entraînements qu'on a fait enfant et là, c'était vraiment pour le plaisir du jeu et pas, justement pour la performance, pour gagner un trophée, donc c'est vraiment aller se reconnecter à l'émotion, positive et au plaisir et je sais que tu en parleras un peu mais c'est pour remettre aussi, leur refaire, prendre conscience que c'est ça, à la base. Même si maintenant, bah, c'est un métier, quand j'en ai des revenus, quand j'en ai des obligations, mais il y a quand même ça qui sous-tend ce choix de carrière, si exigeant. Et donc, par exemple, j'ai un exemple, très concret parce que ce qui est beau et j'aime bien parce que c'est les toutes premières séances qu'on fait, c'est que souvent, elles arrivent un peu déprimées, voire elles pleurent, enfin ça va pas du tout et puis à la fin de la séance, donc à la fin des 40 minutes, elles me racontent ce qui s'est passé, ce qu'elles ont vécu et quels souvenirs, a émergé et franchement, moi, je peux voir leur visage, changer et les voir, tout d'un coup, s'illuminer, être souriantes et être hyper heureuses de cette, nouvelle émotion, positive qu'elles ont vécue et par exemple, je me rappelle d'une elle était défaite en début de séance et puis complètement transformée, même physiquement à la fin. Et elle me dit, c'est incroyable, j'ai revécu un match de Ligue des Champions où j'avais marqué. Et donc, quand on revit ces souvenirs, c'est vraiment avec ces 5 sens. Donc, c'est de l'imagerie mentale. On peut la faire dans le futur, on peut aussi la faire dans le passé. Mais donc, on n'est pas que ce souvenir, on est ce souvenir en le vivant. Donc, en le vivant on essaye de se rappeler, avec ses 5 sens et elle me dit: «J'ai entendu les cris du public comme si je les revivais. J'étais même capable de sentir l'air, parce que j'étais en pleine course et donc j'ai ressenti les frissons que je peux ressentir, quand» donc ça, j'ai trouvé ça, incroyable. C'était une de celles qui a le plus exprimé, voilà, pourquoi on le fait et de se reconnecter, à ça, ça marche. Donc je dirais que c'est, toujours un des premiers trucs qu'il faut faire, c'est remettre le plaisir là où il y en a plus, du fait de toutes ces émotions négatives. Et après, l'autre chose qui revient beaucoup et c'est la même chose, je pense, dans le milieu du travail, malheureusement, c'est la gestion du stress et avoir le sentiment qu'elle n'arrive plus à gérer le stress. Que c'est, donc le stress, peut-être, qu'on y reviendra plus tard, mais il peut être, positif et négatif. C'est-à-dire qu'il y a un stress positif, qui est, peut-être l'excitation à l'idée de faire une tâche, d'avoir un peu une adrénaline, de se dire, «Je vais y arriver», ça c'est quelque chose qui est positif et d'ailleurs, par exemple, souvent on entend les artistes dire, avant de monter sur scène: «C'est bien d'avoir un peu le trac, c'est bien d'avoir un peu envie d'y aller» et moi quand j'étais avocate, j'avais jamais peur de louper ma plaidoirie. Par contre, j'avais toujours une petite, excitation à l'idée d'y aller. Ça me faisait pas rien et c'est ça qui me permettait, de tout donner, de je pense de porter bien ma voix, et cetera mais par contre, il y a le mauvais stress qui est celui qui, empêche tout en fait, qui va s'empêcher de se souvenir, qui va ne pas nous permettre d'être à 100 de nos capacités et elles, quand elles sont prises dans cet engrenage où elles n'arrivent plus, à surmonter, leur stress et à en tout cas le gérer, c'est des choses qui sont très compliquées. Ça peut venir à plein de moments différents. Donc ça peut être en match, mais ça peut être aussi, la relation avec le coach. Tout d'un coup, elles savent que et comme avec un N+1 ou avec un manager avec qui ça se passerait pas bien, voilà et on a l'impression que quelle que soit la parole, on n'arrivera pas à gérer en fait, n'importe quelle interaction, et on n'endort pas la nuit, voilà. Donc il peut y avoir, ce genre de choses. Il y a plein d'outils, pour gérer le stress et ça va un peu dépendre en fait, de la cause, à la base du stress. Mais j'en parlais un peu avant, un des outils, même si je vous ai dit, la sophrologie, c'est pas de la respiration, mais évidemment, on travaille avec la respiration et surtout, on prend conscience, de sa respiration. Et un des premiers outils pour apaiser son stress, c'est gratuit, c'est simple, c'est basique, c'est la respiration. Et c'est, vachement sous-coté, aujourd'hui. Alors, il y a toutes ces pratiques de breathwork, qui sont, à la mode. Mais néanmoins, moi, quand je dis, même dans mon entourage, même, à des avocats, à des sportifs qui sont stressés, respire,
tout le monde me dit: «Non, mais moi, ça marche pas. Chez moi, la respiration, ça marche pas». Et d'ailleurs, souvent, quand je demande aux sportifs qui viennent pour la première fois: «Est-ce que tu as déjà, fait de la préparation mentale et cetera?» Elles me disent, «Oui, mais par exemple, la respiration, chez moi, ça marche pas». Mais pour moi, c'est qu'on n'est pas, présent à sa respiration, qu'on entre guillemets, qu'on ne respire pas bien si on arrive à cette conclusion. Parce que ce qui est sûr, c'est que physiologiquement, si on a une respiration, qu'on prend quelques secondes centrée, une respiration abdominale, ça va physiologiquement apaiser le système nerveux, c'est sûr. Et après, je vais vous montrer, rapidement, si on arrive à être présent à sa respiration, ça va permettre de faire un switch mental du moment hyper stressant, là, où on n'arrive plus à se sortir de cette rumination, mentale. Si on arrive à s'accorder 10 secondes, pour être dans sa respiration, c'est déjà 10 secondes où on ne pense plus à ça qui nous dépassait, et après, on est en mesure d'avoir une autre réponse et du coup, une réponse où on reprend confiance en soi, et cetera. Mais je suis d'accord qu'il faut peut-être rendre la respiration un peu, plus accessible. Et donc, il y a 2 semaines, j'étais contactée par une maman d'une, nageuse, très jeune athlète, mais déjà, qui fait déjà de la compétition, même très jeune, et qui déjà, est totalement, dépassée par l'anxiété, que génère, cette compétition, alors qu'elle est très jeune. Et donc la maman me disait: «Je sais pas comment l'aider, et puis là, la prochaine compétition, c'est là, c'est dans quelques jours, et cetera». Et donc je lui ai dit: «Il faut qu'elle respire, là, quand elle est sur son plongeoir, avant que quand elle a ces quelques secondes-là». Mais effectivement, pour elle, elle a une dizaine d'années. Je peux comprendre que là, juste respirer, ça va pas suffire. Donc il faut qu'elle, visualise sa respiration. Donc franchement, je le conseille à toutes les personnes qui me disent: «Moi, la respiration, ça marche pas». Et donc pour ça, par exemple, elle, comme c'est une enfant, je lui dis: «Il faut qu'elle, elle se figure que sa respiration, c'est un petit nuage, et elle ferme les yeux». Donc, vous pouvez le faire, si vous voulez, et on voit ce petit nuage qui commence, donc c'est dans les narines, ça remonte, c'est doucement. Il arrive, au niveau du cerveau, il va dans le visage, il descend tout doucement dans la cage thoracique, dans les mouvements. Il arrive, on a une respiration abdominale par le ventre, et on voit, ce petit nuage faire ce chemin, de respiration. Et si c'est trop enfantin, on peut aussi se figurer, une espèce de colo on peut voir, ce chemin de la respiration colorer, peu à peu, d'abord, les narines, les voies nasales, le visage, la cage thoracique, et cetera. Et du coup, ça permet de se mettre dans sa respiration pendant 10 secondes, et ça suffit pour avoir ce switch mental et après rebondir. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir, tu as cité au début donc certaines des raisons qui font que, ces sportifs viennent te voir, et il y en a plusieurs qui font beaucoup écho au monde du travail. Le fait de changer de coach, en fait, l'équivalent d'entreprise, c'est de changer de manager. Le fait de changer d'équipe, bon, elle, ça a l'air de leur arriver vraiment très souvent, donc c'est encore le niveau d'au-dessus, mais en entreprise, c'est exactement pareil. On peut être amené à devoir changer de département, changer de collègue, etc. Enfin, c'est des situations très fréquentes. Et voilà, elles viennent faire appel à toi, mais on se rend compte qu'en entreprise, il y aurait aussi, on gagnerait en fait à faire en sorte qu'il y ait des solutions qui permettent à ces personnes-là de pouvoir parler à quelqu'un, donc que ce soit à travers des abonnements qui donnent accès à en fait des thérapeutes ou même des coachs, parce que voilà, c'est des choses qui ont un impact sinon sur la performance à la fois pour les sportifs et pour les membres d'une équipe dans le cadre du travail. Ah, mais c'est évident. Je pense que s'il y a des RH qui nous regardent, il y a pas un RH qui est content, d'avoir un salarié en burn-out. Enfin, déjà, pour le point de vue humain, c'est quand même, un peu un échec pour l'entreprise en question. Et même sans avoir besoin d'arriver au burn-out. Justement, quand je te disais que je trouve ça dommage, moi, que j'arrive, un peu, c'est pas un point de non-retour, mais c'est déjà un point où ça va pas bien. Mais il y a déjà d'être, dans une attitude où on porte attention à son corps, et on porte attention aux signaux qu'il peut nous envoyer, et parce qu'il en envoie beaucoup. Mais bon, souvent, on les ignore parce qu'on n'est pas dans cette culture, et surtout dans le sport où en fait, on pousse le corps pour la performance. Donc, on l'écoute peu. En fait, oui, les sportifs ont peut-être beaucoup plus un rapport que nous à notre corps, mais orienté performance, et pas forcément orienté j'écoute
j'écoute mes émotions, j'écoute ce que mon corps me dit. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup. Heu, c'est l'intelligence émotionnelle, en fait. Identifier l'émotion, donc plutôt que de dire: «Ah non, moi j'ai pas d'émotion, je suis un sportif», c'est plutôt les accueillir, l'identifier, comprendre pourquoi elle arrive Mmh. et comprendre pourquoi elle arrive à ce moment-là, pourquoi ça arrive en entraînement, pourquoi ça arrive en match, mais aussi des émotions positives. À quel moment je suis dans le flow, à quel moment là je me sens super bien, et après on y répond et après on joue sur ça pour justement, améliorer la performance, ou réguler le stress. Mmh. Et donc, tu parlais, du fait qu'un des symptômes, en tout cas des façons dont ça se manifeste, c'est une perte, de sens, en fait, dans leur, pratique sportive. Et ça, c'est quelque chose, que toi, Sandrine, tu décris dans le burn-out sportif. Est-ce que tu peux nous parler de ce burn-out sportif et de, en quoi il est différent du burn-out professionnel, à la fois en termes de conception, dans la recherche et de la façon dont il doit être, traité, prévenu et cetera? Oui, bah, en fait, alors en quoi c'est différent? Les définitions du burn-out sportif se sont beaucoup appuyées sur les définitions du burn-out professionnel. Alors sans faire tout un cours sur l'évolution des définitions, aujourd'hui, il y a plusieurs définitions qui existent pour l'un comme pour l'autre. Celle qui est la plus connue, c'est que le burn-out, ça va être une combinaison entre, cet épuisement, émotionnel pour le coup, qui va être présent, un sentiment de plus accomplir, professionnellement et une prise de distance. Alors, c'est un peu une forme de cynisme, en fait, donc ça, c'est dans le milieu professionnel. Dans l'adaptation au contexte sportif, il y a eu des adaptations, mineures, en fait, de cette définition avec, l'épuisement émotionnel qui a été rapidement, aussi, complété par l'épuisement physique, qui était, un peu plus au centre, dans le domaine, sportif. Même si derrière des définitions dans le domaine organisationnel ont, rajouté quand même cette dimension, d'épuisement physique parce que finalement on se rend compte que, voilà, tout ce qui est cette charge émotionnelle, ce stress, c'est des mécanismes psychophysiologiques donc on peut avoir des manifestations physiques d'épuisement aussi au travail, même quand on a un travail qui n'est pas physique en fait. Au niveau de l'accomplissement, on est à peu près sur la même chose. C'est vraiment le côté, alors chez les sportifs, ça va vraiment se manifester en mode, là je comprends pas, je m'entraîne, comme un dingue, ça marche pas, je devrais arriver à faire ça, avant j'y arrivais, là ça marche pas, enfin voilà. Et au niveau du cynisme, et ben, dans l'adaptation au sport, on a vraiment, fait le parallèle avec, ce qui est, l'objet en fait du burn-out dans le sport, puisque le burn-out est contextualisé. Et là, on va vraiment parler de cette prise de distance vis-à-vis de la pratique sportive, de ce désintérêt, un peu ce que tu parlais en fait, le truc de dire, ben, c'est presque une stratégie de protection de soi, de dire au bout d'un moment: «Ce truc me fait du mal, donc je veux prendre de la distance avec ça et c'est plus aussi important pour moi que ça pouvait l'être auparavant. Je vais commencer à étudier mes options, mes alternatives». Et ça, c'est un peu, si on regarde un peu, comment ça se déclenche le burn-out et un peu les aspects séquentiels. Alors, il y a pas énormément de travaux dans le domaine sportif qui ont porté là-dessus, mais ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est ça, c'est que on commence par cette diminution de l'accomplissement. Là, je sens que ça je m'entraîne fort, mais ça marche pas. Du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que je remets la dose, un peu ce que tu disais, hein, c'est la performance avant tout, donc l'épuisement augmente. Et puis, à un moment donné, l'épuisement, en fait, il finit par plus augmenter, même voire par diminuer, parce qu'en fait, la personne, elle a déjà lâché un peu le morceau et elle a mis le sport à distance et elle a commencé à aller vers d'autres alternatives. Donc, elle est plus dans sa performance, elle est plus à fond dans son sport parce que ben, il y a eu tout ça qui s'est passé avant. Donc, on pourrait dire c'est chouette, c'est hyper adaptatif comme stratégie pour des gens pour qui le sport est au centre de leur vie et que c'est ce qui les drive au quotidien et qui, là, tu prenais l'exemple de cette jeune fille. Là, il faut penser à voilà, des jeunes qui ont mis de côté une partie de leurs études pour leur pratique sportive. Ben, chez eux, c'est pas quelque chose d'adaptatif en fait. C'est plutôt voilà, un processus qui est relativement long. Et ça, c'est important aussi de le comprendre dans le burn-out, quel que soit le domaine, que c'est au travail, que ce soit au travail pardon, ou dans le sport, c'est un processus. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Bim boum, je suis en burn-out, j'y suis pas. Enfin, d'ailleurs, c'est rarement je suis en burn-out, pouf, j'y suis plus. C'est souvent très long pour en revenir, mais c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de signaux avant-coureurs. Dans le sport, voilà, la relation à la performance fait que ben, des sportifs qui performent moins bien, ça peut alerter un staff. Dans le domaine professionnel, peut-être la petite différence aussi, c'est que ben, on n'a pas ces signaux d'alerte-là. Et puis, ça va se développer graduellement jusqu'à Oui, ce on que la a personne en les puisse plus, mesures quoi. sont moins claires, en fait, même si dans le monde du travail, il y a beaucoup, le rapport à la donnée,
aux KPI, voilà, essayer de rationaliser en fait la performance de chacun. Dans le sport, c'est beaucoup plus évident parce que, en tout cas dans les sports compétitifs, c'est toujours des données très très claires, quoi. C'est plus visible, on va dire, on va pouvoir peut-être plus le palper. Et puis après, alors c'est pour rebondir sur le phénomène de la mesure, dans le sport aujourd'hui, on est dans une vague où on est en train de monitorer les athlètes au quotidien. Donc, est-ce que c'est bien, pas bien? Alors, c'est bien parce que ça permet de voir les choses un peu, voilà, un épuisement augmenter progressivement, ça peut alerter, ça peut permettre de déclencher les fameuses stratégies qu'on va pouvoir mobiliser pour améliorer les choses. Mais pour certains sportifs, ça rajoute un stress supplémentaire qui du coup va alimenter le côté, ben voilà, on me demande est-ce que j'ai bien dormi. Purée, ça fait 3 jours que j'ai mis que j'ai mal dormi. Oh là là, ça fait 3 jours que j'ai mal dormi. Et en fait, tout ce monitoring, Ça fait une ça pression peut avoir supplémentaire. voilà, double effet en fait. Et pour ceux qui sont un peu utilisateurs des petites montres connectées, là, la montre qui vous dit le matin vous avez mal dormi, que vous êtes réveillé en vous disant ça va, j'ai bien dormi. Et ça a un réel impact sur comment l'individu fonctionne. Donc le monitoring, ça peut avoir ses avantages et ses dérives. Voilà. Mais pour répondre aussi à ta question sur comment est-ce que dans le domaine sportif, on va traiter un peu, enfin essayer d'anticiper un petit peu l'augmentation du burn-out au niveau des interventions vraiment qui ont été testées et qui ont été éprouvées. En fait, ces interventions, elles peuvent se situer à plusieurs niveaux. Il y a les interventions qui vont toucher le niveau environnemental et structurel. Et en fait, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine professionnel, c'est pareil. On peut travailler sur l'organisation même et sur le comportement des entraîneurs, des managers, etc. Et puis, il y a des interventions individuelles, par exemple, ce que tu fais avec les sportifs, où là, on va vraiment travailler avec le sportif. Et l'idée, c'est, alors moi, j'aime bien parler, quand je parle de burn-out, de ce réservoir qu'on a qui s'est un peu vidé, et puis on va l'armer pour remplir le réservoir en fait, et faire en sorte que son réservoir de ressources il soit maintenu à flot. Au niveau des interventions sur l'aspect environnemental, dans le domaine sportif, on a par exemple des interventions qu'on portait sur les entraîneurs. Donc on pourra développer un peu après si tu veux. Et au niveau individuel, il y a pas mal de choses qui sont développées autour des thérapies comportementales, donc les TCC, cognitivo-comportementales, pardon. Donc ce genre de stratégie fonctionne plutôt bien. Il y a des choses autour de la mindfulness aussi dans le sport qui est beaucoup aussi dans la littérature scientifique, très documentée aujourd'hui pour son efficacité dans la gestion du stress. Alexandra parlait, le lien avec la respiration, par exemple. Ouais, alors mindfulness, c'est vraiment pleine conscience, c'est vivre le moment présent. Alors après, c'est des outils qui sont, comme tu disais, il faut pas les mélanger parce qu'ils font pas exactement la même chose, mais ça reste quand même dans la même vague d'intervention. Et puis nous, là, sur Grenoble, on travaille depuis quelques temps à adapter quelque chose qui est issu du milieu professionnel et qu'on a trouvé intéressant pour les sportifs, qui s'appelle le détachement. Dans le milieu professionnel, alors c'est rigolo, ça en a parlé, c'est le switch off. C'est comment je me détache de mon travail quand j'y suis plus. Et nous, on a commencé à travailler autour de ça quand on a commencé à travailler sur le rôle de l'activité physique, en se disant, tiens, l'activité physique après le travail, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça me permet de plus penser à mon travail, ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de vivre des émotions positives. Donc on est vraiment sur cette récupération du stress du travail. Et nous, on s'est dit qu'en fait, ça, c'était relativement intéressant pour des sportifs aussi, de dire, en fait, il faut des moments off, parce qu'il faut savoir qu'un sportif, la jeune fille qui est jeune, mais qui est quand même déjà à fond dans son sport, c'est mes copines, elles font le même sport, mes parents, ils me parlent que de mon sport. Le week-end, je suis en compète. Quand je suis pas en compète, je fais mes devoirs. Et en fait, il y a très peu de moments off dans tout ça. Et tout tourne autour de la pratique sportive. Donc, nous, on a travaillé sur des hockeyeurs, par exemple, avec des trucs très simples, mais qui peuvent même paraître un peu je sais pas, quand on leur a présenté au début, ils étaient un peu surpris. Mais par exemple, je viens de Grenoble, hein, voilà, ok. Et donc, en hockey, je sais pas si vous avez déjà vu les tenues qu'ils ont. Et en fait, si vous vous rendez compte, le volume que ça prend dans un appartement d'étudiants. Et en fait, on a travaillé un truc tout simple, c'est de dire, les gars, quand vous rentrez chez vous, la crosse, il ne faut pas qu'elle soit au milieu du salon. Et le gros sac, là, qui est aussi grand que vous, il ne faut pas qu'il soit au milieu du salon. Donc, vous rangez tout ça. Et en fait, ça va permettre que on déconnecte, en fait. Parce que si la crosse, elle est sur la table du salon et que quand je veux prendre mon petit-déj, il faut que je la bouge, je suis en train de toucher l'objet, je suis en train de penser, OK. Donc, on essaie de déconnecter. Vous voulez sortir, allez pas au bar qui est à côté de la patinoire, s'il vous plaît. Allez dans le centre-ville de Grenoble, il y a d'autres bars, c'est sympa. Vous voulez faire
je sais pas, de la musique, la fête de la musique, vous voulez aller voir des films, allez voir des films, un truc qui vous plaît, qui est intrinsèquement motivant, qui va vraiment, voilà. Et là, on en revient à la notion de plaisir, à ce côté, dans le sport compétitif, il y a des moments où on se fait pas plaisir parce que voilà, c'est la logique même du sport compétitif. Et en soi, c'est OK si on arrive à donner du sens à tout ça. Dire, bah oui, là, on a entraînement physique. Franchement, ça me fait pas plaisir de faire ça. Par contre, je sais pourquoi je le fais. J'ai identifié pourquoi c'est important pour ma performance, et cetera. Et des fois, on peut, dans certaines phases, être un peu déconnecté de cette notion de plaisir. Et donc là, le fait de faire d'autres activités, mais c'est, comme on leur dit, c'est tout bête, hein. Des fois, c'est juste aller voir un film au cinéma, quoi. Mais c'est un truc qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, et c'est pas lié à votre sport. Et du coup, ça permet pendant un moment de dire, voilà, j'ai mis sur off et voilà, je mets ça de côté. Ça me fait beaucoup penser dans le monde du travail, on parle beaucoup d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et ça fait aussi écho, notamment avec le télétravail, au fait que les 2 sont très mélangés parce que dans le même lieu de vie, on va avoir son bureau et là, c'est pareil, en fait, en ramenant leur matériel énorme chez eux, ils déconnectent pas parce qu'en fait, rien que visuellement, de voir sa crosse, de voir, son casque, comme au bureau, de voir, peut-être, de si chez soi, on a de voir, l'ordinateur allumé ou même la chaise de bureau, ça fait qu'en fait, ils se reposent pas et il y a pas ce switch off, donc c'est et autre chose, sur laquelle je voulais rebondir, c'est que j'ai l'impression que ce que en fait, que vous leur proposez de faire dans ces protocoles-là, à petite dose, c'est ce qui se passe, mais de manière hyper forte, s'ils rentrent en burn-out, en fait. Parce que tu disais que dans le burn-out, ce qui se passe, c'est qu'il y a du cynisme, il y a un détachement. Et là, en fait, ce que vous leur proposez, c'est de se détacher, mais sur des périodes courtes, et de s'intéresser à d'autres choses. Donc, c'est pas du cynisme pour le coup, mais aussi une forme de détachement. Donc, en fait, c'est que pour pas rentrer en burn-out, il faut faire, pas des mini burn-out, mais il faut faire ce que le corps va nous imposer et l'esprit va nous imposer mais à petite dose, quoi. C'est ça, en fait, qui se Ouais, c'est passe? une forme de enfin, alors, je dirais pas que c'est des mini burn-out parce que du coup, Non, ce serait pas c'était pro de ma part ouais. de dire ça, mais il y a cette idée que là, c'est un détachement choisi, maîtrisé et Mmh. dans une durée qui est celle que l'on veut qu'elle soit. Là où le burn-out, c'est vraiment quelque chose de très cette notion de détachement du sport, il faut l'imaginer. Et moi, j'ai toujours ces discours-là, de sportifs, par exemple, un nageur qui me disait: «En fait, il faut comprendre que passer à côté d'une piscine, c'est pas possible pour moi parce que l'odeur du chlore me fait vomir». Mmh. C'est un judoka qui dit, je ne le grain de riz sur ma peau, ça m'est insupportable». Donc ça, c'est vraiment, la dévalorisation du sport, et c'est vraiment le côté très Ça négatif devient de cette presque un traumatisme, expérience-là. en fait. Quand on est vraiment dans des niveaux très, très, très élevés. Dans les niveaux pas très élevés, ça va être juste, «Ouais, mais finalement, c'est pas si important. Ce Mmh. truc dans lequel j'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent depuis des années». Quelqu'un qui dit: «Non, mais en fait, c'est pas important». Ça, c'est déjà les premiers niveaux de cette prise de distance, de cette dévalorisation. Dans les processus de récupération, c'est vrai que ça s'appelle aussi de la distance, du détachement, pardon. Donc c'est vrai que ça peut, donner l'impression que c'est un peu pareil, mais là, on est vraiment dans une stratégie de récupération où là, le détachement, il est vraiment, dans un objectif, il est voulu, et l'individu est proactif vis-à-vis de ce détachement. Mmh. Là où dans le burn-out, l'individu n'est pas proactif du tout, il subit ce qui est en train de lui arriver. Et ça me fait penser que souvent dans le monde du travail, on fait parfois l'hypothèse ou l'observation, mais comme ça de manière, heu, un peu empirique, quoi, que c'est les personnes, parfois qui s'engagent le plus, qui font aussi des burn-out. Est-ce que c'est aussi le cas dans le sport? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Ça, scientifiquement, c'est le constat de départ. C'est-à-dire que le burn-out, au départ, ça a été mis en évidence chez des personnes qui n'étaient pas des travailleurs, c'était des volontaires qui étaient là pour être dans des relations d'aide à des personnes en situation de difficulté. Et il y a vraiment ce postulat que pour faire un burn-out, il faut avoir été hyper motivé à un moment donné. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas possible de faire un burn-out d'une activité dans laquelle
on n'a jamais investi quelque chose, que ce soit du temps, de l'effort, de l'énergie, de notre motivation. Enfin, donc le présupposé de départ, c'est ça, c'est les gens qui vont connaître un burn-out, souvent, ce sont des personnes qui ont été extrêmement motivées pour une partie de leur boulot, pour une tâche, pour une compétition. Et ça, c'est vrai dans les deux domaines, en fait. Et c'est là où la motivation dans le processus de burn-out, elle est hyper centrale aussi. C'est vraiment burn-out, on entend souvent dire que c'est un trouble de l'épuisement, c'est-à-dire que le burn-out est un épuisement, mais dans le burn-out, il y a une composante motivationnelle qui, pour moi, est aussi importante que la notion d'épuisement. Et il y a vraiment ces deux mécanismes qui sont en jeu, à la fois l'épuisement et à la fois la perte de sens, la perte de motivation. Et pour perdre sa motivation, à un moment donné, il faut l'avoir eu. En fait, il faut avoir eu une activité où on s'est dit, bah voilà, au moins, ou à minima, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi c'est important pour moi, parce que ça correspond à mes valeurs, parce que voilà, j'ai un travail où je me dis que j'accomplis des choses et c'est ce que j'ai envie dans la vie, ou alors parce que j'aime ça, tout simplement. Et c'est chez ces personnes-là qu'on peut avoir le risque de burn-out. Mmh. Pour te redonner la parole, Alexandra, tu as commencé tout à l'heure à nous donner des exemples de techniques que tu utilises avec des sportifs. Est-ce que tu en as d'autres liés aussi à la gestion des émotions à nous partager? Oui, bah, j'ai une large, bibliothèque, on va dire, Mhm. de séances et d'outils, mais bien sûr, je peux pas, tous les aborder ici. J'ai pensé à 4 où je vois le parallèle aussi qui peut être fait avec, le monde professionnel et que ça peut aider aussi, dans sa vie professionnelle. Il y en a un qu'on appelle, bah, le discours interne ou l'autodiscours. Donc ça va être le fait de se, dire des choses pour, atteindre telle ou telle, émotion dont on sent qu'on a besoin. Donc moi, on va le préparer, en séance, de sophrologie. Hem, donc on va programmer, des mots ou des mantras, et on va, programmer, une émotion dont on sait, qu'on aura besoin, pour, bah, justement faire face au stress ou faire face, à une difficulté quand on rentre sur le terrain, et cetera. Donc ça, ça marche bien. Pour vous donner un exemple, donc c'est en anglais, c'était une joueuse américaine et elle avait, elle était, super forte, attaquante, donc dont le but est de marquer des buts, ce qui était, le cas et puis elle a été blessée longuement et depuis son retour, dans la compétition, elle était toujours attaquante, mais elle n'arrivait plus à marquer et en fait, elle me disait: «Je suis plus en confiance parce que je j'arrive plus du coup à prendre ce petit risque supplémentaire, qui permet, de marquer». Et donc, on fait cette séance où on programme, un mot ou un mantra. Donc c'est toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas moi, je ne suggère aucun mot, je ne suggère aucune phrase. C'est elle qui, pendant la séance, va aller trouver ce dont elle a besoin. Et à la fin de la séance et j'ai trouvé ça franchement, beau, enfin moi j'aurais pas pu l'inventer. Elle me dit, ce qui a surgi, c'est, «This is my stage». Donc c'est ma scène, en fait. Et du coup, elle a vraiment, intégré, conditionné, en fait, ce mantra pour son entrée, en match et ça lui permettait de justement lui donner, cette petite confiance pour se dire: «OK, beh, là, en fait, c'est le moment où j'ai le droit de briller et je peux me le réautoriser». Donc on a, ce discours interne et on en avait parlé en off, quand on a préparé, cette table ronde. C'était au moment de Roland Garros et je venais de voir un match, une des toutes premières, séries. C'était une joueuse, étrangère et donc elle perdait son match et elle arrêtait pas de dire, un peu pour elle-même et pour sa coach, mais en tout cas, elle se le répétait nécessairement à elle-même, I can play», donc je ne peux pas jouer, je ne peux pas jouer, je ne peux pas jouer et donc ça, c'est typiquement l'inverse. Donc c'est, la force de l'autodiscours, mais complètement négatif. Donc effectivement, elle a pas gagné. Donc je ne dis pas que si elle avait eu, un mantra où elle s'était dit: «Je peux gagner», elle aurait gagné. Bien sûr que non. Mais par contre, là, elle aurait pu typiquement, moi, si ça avait été une joueuse avec qui j'aurais travaillé, elle aurait pu, sachant qu'elle avait peut-être cette tendance à aller, faire un peu un discours, où elle se dévalorisait, avoir un mot qui lui permet ce switch off justement, ou se dire: «Ouh là, attention, je repars dans mon mécanisme où je me dis, je vais pas gagner, je vais du coup j'enchaîne les mauvais points et en fait je suis déjà défaitiste. En fait, mon match est déjà perdu alors qu'il a à peine, commencé. Certes pas bien, mais voilà» et donc là, on peut programmer un mot, donc comme elle était étrangère, je sais pas, pause, reset, revenir aux bases, qui permet au cerveau de se reconditionner pour repartir, à l'attaque et dans quelque chose,
de positif. Et ce discours interne ou cet autodiscours, il est complètement, utilisé, et assez reconnu en psychologie, du sport et ça me fait penser aux travaux d'une chercheuse, américaine en sciences du comportement. Donc elle s'appelle Alison Wood Brooks et sur le discours interne, elle a fait le parallèle entre, l'état c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le stress positif et sur le stress négatif, entre l'état, d'anxiété à l'idée d'une performance. Donc c'est l'anxiété de performance, c'est quelque chose que, peuvent ressentir des gens, donc pour des choses aussi bêtes, enfin, en tout cas, très citoyennes qui peut concerner tout le monde, par exemple, à passer le permis. Il y a des gens que ça va mettre, pas bien. Prendre la parole, sur une présentation, dans le milieu professionnel, avoir son entretien de fin d'année avec, un responsable, avec son N+1, son N+2 et ça nous fait peur ou, marquer un penalty, pendant un match. Et elle a fait le constat que physiologiquement, cette anxiété, c'était une espèce de tension, du corps, le cœur qui bat vite et que c'était assez proche, en fait, de l'excitation qui, là, pour le coup, peut être positif parce que l'excitation va plus se projeter, OK, ça nous fait peur, mais moi, je vois quand même le résultat positif qu'il peut y avoir derrière. Et donc on a un peu envie d'y aller parce que là où, dans l'anxiété de performance, on va plutôt penser à s mais ça va pas le faire, en fait. Je vais passer le permis, mais je vais pas l'avoir. L'anxiété l'état d'excitation, on va dire: franchement, je suis quasiment sûre que je vais le passer et peut-être même je vais avoir tous les points et peut-être même après, je vais pouvoir conduire et ça va être super. Et donc elle a fait le pari que, physiologiquement, c'était assez proche et qu'il fallait donc changer, le mental là-dessus et elle a pris, l'autodiscours et donc elle a, demandé aux participants de son étude de faire 2 choses, chanter en public et essayer de convaincre, une audience, d'un point de vue. Certains participants devaient se dire avant le chant ou le discours: «Je suis excité», d'autres: «Je suis anxieux», d'autres: «Rien du tout». Et c'est clair, les résultats de son étude sont très clairs. Ceux qui se sont dit: «Je suis excité» ont bien mieux réussi, leur performance vocale et leur performance, à convaincre les gens que ceux qui se sont dit, «Je suis anxieux» et que ceux qui ne se sont rien dit du tout. Donc tout ça pour vous dire que l'autodiscours, c'est quelque chose, qui aujourd'hui en sport est quand même vraiment, fait partie enfin vraiment admis, fait partie des routines de performance et qu'on se crée. Mais ça peut marcher franchement, ça peut marcher aussi pour le monde professionnel si on a peur de prendre la parole et moi, des fois, je me suis même conditionné des mots, par exemple, pour être, patiente avec mes enfants, pour, pas craquer, sur des trucs. Enfin, ça marche, dans la vie de tous les jours, en fait. Donc voilà. Tu veux que je Non, continue? non, vas-y. OK. J'ai pensé à 2 autres choses. Je vais essayer d'être plus rapide, mais je pense que c'est des Peut-être avant que ouais, tu parles des autres ouais. techniques, parce que ça fait écho avec Ah, une partie de ta recherche sur l'autorégulation, il me semble. C'est en partie ce dont Alexandra parle. Ouais, alors l'autorégulation, c'est vrai que ça peut faire un peu écho dans le sens où, c'est vrai que ça, c'est des stratégies qui sont aussi utilisées dans certains, programmes, qui ont essayé d'accompagner les athlètes, pour, plutôt, là, on est vraiment dans la prévention d'eux, donc éviter qu'ils soient en burn-out et l'autorégulation, c'est vraiment le fait de se poser la question plutôt, alors ça a moins ce côté un peu enfin, c'est pas automatique parce que c'est pas automatique ce que tu proposes avec le self-talk, mais dans l'autorégulation, il y a vraiment cette réflexion sur soi, de se dire, OK, voilà, quel est l'objectif que je veux atteindre, dans quel état j'ai envie de me sentir quand je vais atteindre cet objectif, quelles sont les stratégies que je vais mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et puis, on va aussi avoir une phase réflexive sur quels sont les obstacles que je peux rencontrer dans l'atteinte de cet objectif. Et du coup, anticiper les stratégies face à ces obstacles et de pouvoir dire voilà voilà mon objectif, voilà la stratégie que j'ai identifiée, mais bon, si éventuellement il y a ça qui se passe, cette stratégie elle pourra pas être mise en place, du coup on va réfléchir à quelle autre stratégie on peut mettre en place. Et ça, c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui ont fait un travail de suivi sur toute une saison sportive en utilisant cette autorégulation et vraiment en accompagnant les athlètes dans le fait de parce que comme pour les stratégies que tu proposes, ça nécessite d'être accompagné. C'est des stratégies qui sont très difficiles à mettre en place et pour le coup, l'objectif, je pense, dans ton travail comme dans celui qu'on fait nous en recherche, c'est vraiment de voir comment l'individu peut arriver à une forme d'autonomie, mais ça va,
prendre du temps et ça nécessite vraiment de l'éducation finalement. Et donc, eux, ils ont suivi les sportifs toute une saison en leur proposant différentes phases de régulation de leur autorégulation. Donc, de dire, bah voilà, vous avez identifié, là, on fait le point, vous en êtes où, etc., avec des entretiens. Et c'est vrai que ça a eu un effet plutôt intéressant sur la diminution du burn-out au cours de la saison, là où, en général, le burn-out a plutôt tendance à augmenter au cours d'une saison. Il y a des évolutions naturelles. Si vous posez la question à quelqu'un un lundi matin sur son niveau de burn-out ou un vendredi soir, il y aura toujours un score un peu plus élevé le vendredi soir. Ça, c'est normal, c'est les rythmes biologiques lundi matin en général, sauf quand on a des enfants de bas âge, par exemple. Mais sinon, on est à peu près reposé quand on arrive au travail. Et le vendredi, en général, on est un peu moins reposé. Donc ça influence un peu les réponses qu'on donne sur le niveau de burn-out. Mais bon, donc du coup, l'autorégulation, ça peut être une stratégie intéressante. Et en fait, dans l'autorégulation, les stratégies qui peuvent être proposées pour atteindre l'objectif, ça peut être aussi le self-talk, ça peut être des stratégies aussi de relaxation. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de moyens d'atteindre l'objectif dans l'autorégulation. Donc l'autorégulation, c'est un peu plus macro finalement. Et là-dedans, on va pouvoir après insérer tout le travail que toi, tu peux faire aussi en sophro, par exemple. Enfin voilà, il peut y avoir d'autres choses. Et donc les autres stratégies, c'est une forme de planification en amont de comment une situation de difficulté ou d'échec dans le cadre sportif se passe et comment on voudrait réagir plus tard quand on rencontre à nouveau cette situation, c'est ça? Alors c'est plutôt de planifier le fait que ça peut arriver. Du coup, voilà, j'ai mon objectif, j'ai mes stratégies pour l'atteindre. S'il se passe quoi que ce soit dans l'atteinte de cet objectif, une contre-performance, quelque chose, une blessure, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer au cours d'une saison sportive. Eh bien, j'ai réfléchi à, déjà des stratégies que je pourrais mettre en place dans ces situations-là pour continuer à avancer vers mon objectif. OK. Du coup, Alexandra, je te laisse poursuivre. Bah, ça me fait penser à une séance qu'on fait beaucoup. Après, alors je suis totalement d'accord sur, une chose, c'est que je ne sais pas si je l'ai dit, au début, moi aussi, clairement, mon but, c'est qu'à la fin, la sportive soit autonome. Donc souvent, je vais faire, un accompagnement au milieu de saison jusqu'à la fin de la saison. Donc on va travailler plein de séances, mais à la fin, j'espère que, bah, les outils, ils sont acquis et qu'elle va pouvoir les réutiliser et que normalement, il y a pas à me rappeler. Il y en a que ça rassure d'être suivi, peut-être pas du coup une fois par semaine, mais voilà, d'avoir quelqu'un. Mais le but, clairement, c'est l'autonomie. Et ce que tu disais là, ça me fait penser à un des outils, qu'on met en place, c'est la visualisation, on va dire. Et on peut aller, bah, ça peut porter sur plein de choses, mais par exemple, on peut aller, visualiser, tout un match qui peut nous stresser. Et ce que tu disais, c'est qu'on va aussi visualiser, peut-être un obstacle, peut-être, un échec pendant ce match, mais la stratégie qu'on va mettre en place. Et donc, se voir rebondir malgré, le fait que tout se passe pas, comme prévu. Et ça, on le visualise bien. Et c'est marrant parce que j'entendais, Charlotte Cardin, la chanteuse, qui a fait une prestation à Will of Green. Et un journaliste lui disait: «C'est quoi, ta routine, avant concert?» Et elle disait: «La visualisation. Je visualise tout mon concert». Et donc, les chansons, l'enchaînement d'une chanson et peut-être aussi, je sais pas, le fait qu'elle, perde les paroles, qu'elle oublie un truc, mais qu'elle sache rebondir. Et ça permet de donner beaucoup de confiance, en fait, et de se dire: tout va peut-être pas bien se passer, mais en tout cas, j'ai les outils pour que, ça se passe et à la fin, il y aura pas eu de drame et ça va aller. Donc c'est ça m'a fait penser, c'est un outil, qu'on utilise, plutôt, à la fin, mais ça marche bien. Il y a une autre chose dont je voulais parler parce que je pense que ça peut parler à tout le monde, c'est, l'ancrage corporel. Donc la sophrologie, c'est aussi des exercices, qui passent par le corps et par la manière, de se positionner. Et c'est évident que la manière dont on se présente corporellement influence ce que les gens pensent de nous. Donc, si je me tiens plus ou moins droite, la manière dont je vais serrer la main, je vais renvoyer, l'image de quelqu'un qui a confiance en elle ou pas, voilà. J'ai même lu une étude où, un médecin qui n'est pas souriant, a beaucoup plus de chances d'être attaqué en responsabilité qu'un médecin bien moins compétent, mais beaucoup plus souriant. Donc c'est sûr que, l'attitude physique a un impact sur les autres.
Mais ce qu'ont prouvé aussi maintenant les travaux, notamment en sciences du comportement, c'est que l'attitude physique a un impact sur nous-mêmes, sur notre propre mental et sur le message qu'on va envoyer à notre cerveau. Et en fait, c'est logique parce que si on se tient déjà pas très bien, pas très assuré, on envoie un message de non-stabilité à nous-mêmes, en fait. Et donc, on va travailler cette posture en séance. Heu, pour prouver mon point et il y a une chercheuse américaine, qui donne des cours à Harvard qui s'appelle Amy Cuddy et qui avait fait un TEDx où elle a travaillé sur les postures de puissance. Donc typiquement les mains en V quand on passe la ligne d'arrivée à la Usain Bolt, voilà qui gagne tout, c'est ça la posture de puissance, celle-là. Qui est drôle, enfin c'est drôle, oui d'une certaine manière, c'est qu'ils se sont rendus compte que les athlètes non-voyants, donc qui n'ont jamais vu un athlète voyant, faire cette fameuse, posture à l'arrivée, la faisait lui-même. Donc c'est bien qu'elle est, C'est même pas que visuel, non, quoi. c'est qu'elle est en nous en fait, c'est qu'elle est, Et c'est aussi la posture que les hommes et les femmes politiques font quand ils veulent rappeler à la fin d'un et bah, parce meeting. que c'est une, posture, alors on peut dire, de puissance, de confiance, voire de domination. Donc et elle a demandé, à des participants de la moitié de faire, cette posture de puissance, pour l'autre de faire plutôt une posture d'impuissance, donc de se tenir un peu courbé, tête dans le menton et cetera. Elle a fait un test salivaire et il en ressortait de ce test que ceux qui avaient, pendant 2 minutes pris la posture de puissance avaient, une augmentation de l'hormone de la testostérone, donc qui est celle de la puissance, et une baisse du cortisol, donc l'hormone du stress. Et réciproquement, pour ceux qui se tenaient un peu courbés, voyaient automatiquement leur taux de cortisol augmenter, donc l'hormone du stress augmenter, et au contraire, l'hormone de la puissance baisser. Et donc moi, pour vous donner un exemple très concret, j'avais une joueuse qui avait l'habitude d'être toujours titulaire, donc c'est-à-dire être la première appelée et faire le match de 90 minutes, sauf blessure. Et donc avoir un peu le temps de se mettre dans son match et puis de performer. Et puis changement d'équipe, changement de coach. Et elle maintenant, elle n'était appelée que en cours de match, voire même 5 minutes avant la fin du temps. Et elle me disait: «Moi, j'arrive pas à me mettre dans mon match, en fait. J'ai pas assez de temps, j'ai l'impression que je pourrais rien faire dans ces 5 minutes et que, bah, du coup, je pourrais rien faire, donc je vais pas ressortir de l'eau, donc je vais pas être appelée et c'est un cercle vicieux infini». Donc on a travaillé son entrée, en fait, les 3 premiers pas et c'est vraiment quelque chose de corporel, hein. Les 3 premiers pas qu'elle prenait au moment où elle allait, remplacer pour, rentrer sur le terrain et se dire dans ces 3 premiers pas: je peux faire la différence. J'ai pas besoin de plus de 2 minutes et je peux tout de suite voilà, arriver. Et pour celles qui ont regardé le match de la France, le premier match de la France en Coupe du Monde, le deuxième but, celui qui le met, il est rentré sur le terrain depuis 2 minutes. Donc c'est incroyable comme ça peut marcher. Et après, je sais pas, bon, après, on n'a pas trop de temps. Allez. Oui, je voudrais parler d'une dernière thématique avec toi, Sandrine, sur le rôle des coachs dans la prévention du burn-out et comment potentiellement on peut faire le parallèle avec le rôle des managers dans le cadre du travail, du monde du travail. Bah, ça, c'est vrai que c'est un sujet d'étude dans le sport où on a essayé de regarder un peu comment, à travers la formation des entraîneurs, on pouvait jouer sur le bien-être et ou la prévention de choses négatives comme le burn-out et qui peut tout à fait être transposable parce qu'en plus, le modèle théorique sur lequel on s'appuie, c'est un modèle théorique qui n'est pas lié au sport, c'est un modèle théorique qui s'applique dans plein de champs différents. C'est la théorie de l'autodétermination qui est aussi un modèle lié à la motivation. Et en fait, dans le domaine sportif, c'est vrai que bah, ça faisait partie de mes premières recherches quand j'étais en thèse. On a pu mettre en évidence que le style de comportement de l'entraîneur va avoir un effet sur le niveau de burn-out des athlètes. Alors attention, c'est pas le style réel, c'est le style qui est perçu par les athlètes. Et ça, c'est important aussi de le savoir parce que j'ai des entraîneurs qui m'ont remercié sur certaines confs de les avoir un petit peu dédouanés parce qu'ils disent oui, mais on a l'impression que c'est toujours nous les fautifs en fait quand il y a quelque chose qui va pas. Il y a effectivement des comportements qui sont plus favorables, mais encore faut-il que les athlètes aussi les perçoivent ces comportements et arrivent à les intégrer. Et ça, c'est quelque chose d'individuel. Donc ça passe toujours par le filtre de l'athlète.
toutefois, on a quand même pu mettre en évidence, et après, il y a aussi des interventions qui sont venues essayer de former les entraîneurs sur ces comportements, que certains types de comportements sont plus favorables que d'autres. Et notamment, donc, tout ce qu'on met derrière les comportements qui vont soutenir les besoins fondamentaux, comme le soutien de l'autonomie. Mais aujourd'hui, ce modèle-là, il a été élargi aussi au soutien de la compétence et au soutien des relations sociales. Et ben, ce sont des comportements qui vont venir avoir cet effet un peu préventif. Et on s'aperçoit qu'un athlète, quand il a un entraîneur qui est donc dans le soutien de l'autonomie, des fois on me dit oui, mais c'est laisser du choix, mais des fois on ne peut pas laisser du choix. Effectivement, derrière l'autonomie, on a cette idée de laisser une marge de manœuvre. Et en fait, moi, ce que je dis aux entraîneurs, c'est questionnez-vous si toutes les phases de l'entraînement doivent obligatoirement être dictées par vous. Il y a peut-être des choix que les athlètes peuvent faire entre deux exercices, ou des choses qui peuvent être un peu minimes, mais c'est pas grave. Ou alors, je disais, avec des adolescents, ça peut être aussi le choix de l'itinéraire pour aller à la compétition le week-end, ça peut les impliquer, et cetera. Et bien sûr que des fois, il y a des choses voilà, on fait appel à un entraîneur pour son expertise et sa maîtrise du terrain. Et donc, il faut accepter aussi que des fois, il puisse, lui, imposer certaines choses. Mais en fait, là où c'est intéressant dans ce modèle théorique, c'est qu'il y a différentes façons d'imposer les choses. Il y a la façon très directive, où là, on va vraiment parler de l'entraîneur contrôlant. Dire, bah, oui, on va faire comme ça, et c'est comme ça. Et il y a une façon qui est celle de, on va faire comme ça pour cette raison. Et c'est complètement différent dans la façon dont ça va être perçu, parce que là, l'entraîneur met vraiment en jeu sa compétence. Et de dire, bah, voilà, je vous propose qu'on fasse comme ça parce que c'est mon expertise et c'est pour ça que je suis là. Mais par contre, je suis capable de vous expliquer pourquoi on fait comme ça. On a trop vu sur les terrains, mais pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice? Ben, on le fait, c'est tout, c'est comme ça. Ça, c'est pas, voilà, c'est un peu contrôlant. Alors que si c'est parce qu'on doit travailler ça, ça et ça, là, tout de suite, c'est différent. Après, il y a aussi tout ce qui va être autour du soutien de la compétence. Et là, ça va vraiment être accompagner la progression, accompagner la maîtrise. Et dans le contexte sportif, des fois, on me dit oui, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de la comparaison, il faut qu'il y ait de la compétition, parce que c'est ça l'essence même du sport. Et je suis d'accord avec cette affirmation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas, parallèlement à ça, arriver à dire, ok, là, bah ouais, t'as pas fait premier. Mais regarde, tu as amélioré tel mouvement, ou tu as fait tel truc que tu n'arrivais pas à passer. Et là, on va valoriser la progression, la maîtrise de la tâche. Et sur l'aspect social, l'entraîneur, il peut aussi amener à accompagner sur le fait de se sentir vraiment soutenu socialement, ou de faire partie de quelque chose. Et un peu par opposition, un entraîneur qui serait vraiment totalement indifférent à tout ce qui peut se passer pour ses athlètes, ça, c'est assez difficile en fait, parce qu'on a l'impression qu'on est les instruments qui vont permettre d'atteindre la performance, alors qu'en fait, si l'entraîneur va être un peu attentif aussi comment l'athlète se sent, qu'est-ce qu'il vit, etc. Ça va être intéressant. Ok. Bon, je pense que oui, moi en tout cas, j'ai plein d'exemples professionnels où je trouve qu'il y a des parallèles. Une décision même euh, désagréable pour tout le monde, elle passe toujours beaucoup mieux quand elle est expliquée et qu'on comprend pourquoi. Donc, enfin voilà. Mais il est l'heure. Du coup, peut-être qu'on peut terminer par prendre des questions s'il y en a, que ce soit vous qui êtes ici ou des personnes en live. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et puis sinon, s'il n'y en a pas, il y a une question. Ok. Et notre côté. Alors, actuellement en formation dans le cadre d'un titre professionnel d'assistante ressources humaines, que pouvez-vous conseiller envers une future RH? Des méthodes, des conseils pour ses futurs salariés, et aussi améliorer l'équipe. J'arrive en courant. Je peux commencer, ça me paraît hyper vaste, ouais, mais regarder plus de tables rondes comme aujourd'hui, s'inspirer. Je ne sais pas si vous avez des choses spécifiques que vous voulez rajouter. Ce qu'on vient de discuter sur justement le rôle Ouais. de l'entraîneur, au niveau du rôle du manager, je pense qu'il y a toute une question à avoir sur son positionnement. Et puis après, alors c'est vrai que bon, voilà,
difficilement détailler, mais d'un point de vue de la psychologie organisationnelle, du management, il y a aussi pas mal de travaux qui vont permettre de mettre en évidence comment. Alors après, ça dépend vraiment quel est l'objectif que l'on a envie d'atteindre, mais si l'idée c'est de faire en sorte que ses collaborateurs soient plutôt dans quelque chose de positif, éviter d'avoir du mal-être et en même temps arriver à avoir quand même garder son rôle de manager parce que voilà, il peut y avoir aussi des fois des dérives de bah, si je les laisse faire ce qu'ils veulent, ils seront bien et en fait, ça c'est pas Ça marche pas non forcément plus. ça peut fonctionner, sur, certaines choses très précises avec des gens qui ont des caractéristiques très précises, mais, ça c'est de manière universelle, non, ça fonctionne pas. Et donc après, c'est venir questionner un petit peu tout ça et dire: «Bah, comment moi j'arrive dans mon rôle?» Peut-être aussi, ma posture, est-ce que je suis assurée ou est-ce qu'il faut que je fasse les positions pour mettre de la confiance? Et puis après, c'est comment j'accompagne, mes collaborateurs en ayant, à la fois ces comportements qui vont être soutenants, encourageants, etc., mais qui vont aussi être clairs sur les attentes, sur le rôle de chacun. Enfin, voilà, il y a beaucoup de travaux sur le leadership aussi qu'on n'a pas du tout eu le temps de développer ce soir, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, la question est assez large, donc c'est difficile de faire une réponse courte, mais j'espère que ça pourra aider. Super intéressant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous avaient rejoints en live. À très bientôt peut-être. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets d'avantages salariés, sport et bien-être. Et puis, pour celles et ceux qui sont avec nous ici au Hive, ben, on va pouvoir aller se préparer pour l'Irox. Voilà. Mmh.